Et donc on reprend pour cette deuxième séquence de la matinée. Et pour cette séquence, on accueille Diego Landivar, donc, que je vais vous présenter rapidement. Et puis je vais lui laisser la parole. Et une fois qu'il aura terminé, on aura un beau temps d'échange avec vous. Je vais vous présenter donc très rapidement Diego Landivar. Je vous mets 4 casquettes sur la tête pour bien vous situer. La première, c'est une casquette d'enseignant-chercheur. Donc vous êtes docteur en sciences économiques, ancien élève normalien, et vous êtes aujourd'hui professeur à l'ESC de Clermont-Ferrand et cofondateur de Origent Media Lab. La prononciation n'est peut-être pas idéale, mais c'est à peu près ça. Voilà. Vos travaux de recherche, donc, c'est sur la reconfiguration cosmopolitique dans les pays andins, le droit des entités de nature et des non-humains, l'indianisme, le statut des objets techniques, les controverses autour de la transition écologique, la redirection écologique des organisations et les ontologies territoriales, ce qui fera très certainement plaisir à la dame hier qui a posé une question sur le sens de tout le travail qui était fait dans les territoires. La deuxième question la deuxième casquette que je vous accole, c'est sur vos engagements politiques. Vous êtes aussi engagé en tant qu'élu du Conseil métropolitain de Clermont-Ferrand et député suppléant de la circonscription du Puy-de-Dôme. La troisième casquette, c'est le rôle de conseil que vous avez auprès des territoires aujourd'hui, voilà, de concertation et d'appui à certains et d'accompagnement à certains territoires sur les enjeux bien évidemment de redirection écologique. Et la quatrième casquette que je vous mets pour vous donner aussi plus de liberté de parole, c'est casquette d'habitant de la planète Terre et qui s'est intéressé notamment aussi à tous ces enjeux de transition en Amérique latine. La Bolivie, l'Équateur comme terrain de jeu favori, mais cette dimension internationale qui ne sera pas négligeable aussi à avoir dans nos échanges. Voilà, peut-être pour vous lancer, et après je vous laisserai partir dans vos propos pendant 40-45 minutes. On a un titre, les transitions en commun, transmettre, imaginer, choisir, vers quelle direction nouvelle. C'est un titre qui met dans le même panier les transitions et la question de la redirection nouvelle. Or, vous, justement, vous parlez plus de redirection que de transition, et peut-être commencer par nous expliquer quelles sont les différences entre les deux. Et puis peut-être pour prévenir aussi ici, Otimani nous a invités tout à l'heure à retirer nos pantoufles. Peut-être que nous allons être un peu bousculés les uns et les autres par les propos qui seront tenus, et que ça nous fera sortir de nos pantoufles, ce que j'espère. Donc Diego, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci pour ces différentes casquettes. Merci pour l'invitation à l'UNADEL. C'est toujours un plaisir de pouvoir évoquer les chantiers que nous menons dans notre laboratoire de recherche. Aujourd'hui, je vais plutôt parler avec ces casquettes-là, même si effectivement le fait que je sois également élu dans une commune me permet de me confronter à la difficulté de la transition au niveau du territoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un engagement politique. C'est parce que effectivement, je pense que la posture uniquement de chercheur ne permet pas de voir toute la densité du problème. Et je ne voulais pas rester dans une optique purement de voilà, lancer des injonctions, sachant que en fait, les élus parfois héritent d'un très grand nombre de problématiques, pas que les élus d'ailleurs, les agents qui portent les organisations territoriales sont confrontés à un héritage assez compliqué. Donc aujourd'hui, je vais effectivement vous évoquer plutôt les chantiers de la redirection écologique dans les territoires, tels que nous les menons avec quelques cas expérimentaux, avec quelques territoires qui nous ont permis de proposer des expérimentations assez avancées sur ce sujet. Et effectivement, la première distinction que je voudrais faire, c'est cette différence entre redirection et transition. Je sais qu'on est dans une période où on aime beaucoup trop les néologismes, mais nous, on a essayé dans l'ouvrage dont je parlerai aussi un tout petit peu tout à l'heure, de démontrer que l'objectif n'était pas simplement de créer une inflation de nouveaux concepts qui viennent s'ajouter aux autres,
alors que dans les questions écologiques, on est déjà en fait submergé de concepts nouveaux, mais plutôt d'inventer une grammaire complète qui permet de partir de la situation catastrophique et climatique et écologique dans laquelle nous sommes, et que cette grammaire puisse servir de repère nouveau pour des leviers actionnables dans les organisations territoriales. Donc moi, je parle plus de grammaire globale que de mots et d'inflation conceptuelle. Donc c'est ça que je vais aussi évoquer dans quelques instants. Pour bien expliquer la différence entre transition et redirection, je voudrais d'abord poser quand même quelques éléments, non pas de diagnostic, parce qu'on les connaît tous à peu près par cœur, hein, les fameux scénarios du GIEC, de l'IPBES, et toutes leurs déclinaisons qui commencent à se faire voir dans les territoires, mais plutôt pour vraiment essayer de ne pas trop traduire, de ne pas trop réduire la question de l'urgence climatique écologique à des prises trop faciles qui seraient par exemple des idées classiques du développement durable, de la transition énergétique, de la responsabilité sociale des organisations, qui sont en fait des concepts managériaux, mais qui, à mon avis, ne permettent pas de saisir complètement et de s'arrêter et de comprendre la situation. En fait, quand vous lisez les différents travaux des gens des scientifiques, notamment des équipes de recherche qui travaillent en climatologie, en géologie, en océanographie, en géomorphologie, la science des mutations des paysages terrestres, des massifs montagneux, etc., ceux qui travaillent sur le paysage, sur les écologues, etc., en fait, il démontre bien que ce qui est en train de se passer n'est pas une crise écologique, n'est pas une situation conjoncturelle, mais c'est quelque chose qui a beaucoup plus à voir avec une bifurcation complète de nos systèmes de vie sur Terre, de notre habitabilité, de nos modes de subsistance, de coexistence, etc. Un exemple, vous connaissez peut-être, mais je vous invite à suivre l'activité scientifique du Mora Lab, qui est donc le laboratoire à Hawaï qui regroupe une grande partie des chercheurs qui ont fait le plus de publications ces dernières années sur les conséquences du changement climatique, et dirigé par donc le chercheur très connu qui s'appelle Camilo Mora, qui a fait une grande partie des papiers scientifiques importants sur les questions de changement climatique. Et cette équipe, à chaque fois qu'elle produit une nouvelle enquête sur les signes de l'effondrement écologique dans les océans, dans les montagnes, dans les îles, dans les territoires qu'on appelle sentinelles, ils disent très bien qu'il s'agit de phénomènes souvent caractérisés par des effets cumulatifs, irréversibles, discontinus, et que tous ces attributs de la situation écologique et climatique montrent bien que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas juste une petite sortie de route conjoncturelle, et qui fait que il faudrait en fait tout simplement convoquer les outils classiques de la gestion de crise, de la gestion de risque, qui sont nos réflexes classiques pour résoudre des problèmes conjoncturels. Donc là, il y a une mutation globale de la trajectoire climatique, biologique, terrestre, en fait, qu'il faut en fait entendre. Et ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il faut entendre ce message sans le diluer, sans le traduire trop hâtivement, comme c'est un peu souvent le cas. Ah, c'est des problèmes écologiques, et donc on va résoudre ces problèmes écologiques avec des méthodes usuelles, du solutionnisme technologique, de la gestion de risque, de la gestion de crise, etc. etc. Donc voilà, je voulais poser ça de manière très, très concrète. Et d'un point de vue global, c'est vrai, et d'un point de vue local, là aussi, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que, par exemple, les écologues qui aujourd'hui font des recensions dans des territoires, dans des bassins écologiques très précis,
et qui consiste à démontrer que, par exemple, l'effondrement de la biodiversité est complètement historique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les étapes très précises de disparition d'espèces, surtout par exemple dans les rivières. Il y a des mutations très très fortes sur la qualité du fourrage un peu partout, en Auvergne notamment, là où je vis, etc. Donc tout ça amène à montrer que les territoires vont être soumis à non pas aussi, là aussi des aléas climatiques ou écologiques, mais à des bifurcations complètes, y compris les agents, par exemple, qui gèrent, ça vous le savez très bien, les jardins publics, la nature en ville, etc., voient bien qu'il y a déjà une bifurcation fondamentale du vivant dans les territoires français, dans les métropoles, dans les communes, etc. On ne plante plus les mêmes choses, il y a des effondrements, des disparitions par la sécheresse d'arbres entiers. C'est une catastrophe massive aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, mais massive, 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 très silencieuse d'ailleurs, etc., etc. Et en plus de cela, les territoires ont une vulnérabilité extrême au changement climatique. Je rappelle, en passant, que l'autonomie alimentaire, par exemple, des municipalités, mais ça vous le savez, est absolument ridicule, de l'ordre de 4%, 3% selon les territoires urbains, un peu plus dans les espaces ruraux, bien évidemment, mais ce n'est pas non plus la folie. Et une autonomie énergétique, on le voit bien aujourd'hui, absolument critique. Critique. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance extractive, énergétique, fondamentale de nos territoires. Donc ces vulnérabilités critiques se doublent en plus d'éléments critiques sur la disponibilité de l'eau, stress hydrique, de sécheresse, qui vont perturber de manière extrêmement forte nos territoires. Et ça, c'est pas juste, c'est pas être pessimiste, c'est vraiment prendre au sérieux les alertes, les informations que l'on reçoit et comprendre dans quelle trajectoire les territoires sont en train d'embarquer, dans quelle direction. Et donc, face à ça, les réflexes traditionnels de la gestion de la politique publique, pour nous, dans notre laboratoire, sont caduques. Sont vraiment caduques. C'est-à-dire que on ne peut pas, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens le disent déjà, on ne peut pas résoudre les problèmes inédits de ce que les chercheurs appellent l'anthropocène, c'est-à-dire cette mutation, cette sortie de route climatique, biologique du système terrestre, avec les outils, avec les réflexes, avec les solutions, avec les techniques qui ont en fait fabriqué l'anthropocène. C'est-à-dire qui ont constitué une grande partie des problèmes. Mais d'ailleurs sans les accuser pleinement, parce que c'était un régime de développement, c'était un paradigme dominant du développement territorial et local, dans lequel il y avait des arguments extrêmement importants et intéressants, la justice sociale, l'inclusion de tous les habitants à l'accès à des services publics importants, à des activités municipales très importantes, etc. Donc, sans être dans une critique de ce paradigme-là, il faut au moins concéder le fait que peut-être nous ne sommes pas armés disciplinairement dans nos réflexes cognitifs et dans nos techniques très concrètes d'intervention sur les projets ou les non-projets, comme on va le voir, face à ces nouvelles bifurcations qui sont quand même inédites. C'est quelque chose, c'est ça qui est intéressant avec la notion d'anthropocène, c'est qu'elle pointe du doigt que la mutation que nous sommes en train de vivre est une mutation d'ordre géologique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait référence à une mutation temporelle de 50 000, 100 000 ans, etc. C'est-à-dire c'est pas juste une pollution qu'il faut rattraper ou une petite explosion du CO2 qu'il va falloir juste ramener au bon niveau. Donc tout ça
montre bien qu'il va falloir actualiser, reconcevoir nos domaines d'intervention, nos instruments de gestion, nos outils d'aide à la décision, et c'est ce que nous essayons de poser. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux réflexes qu'il faut déconstruire. C'est bien évidemment le solutionnisme technologique, qui est un réflexe totalement évident et naturel de la gestion publique, c'est-à-dire la croyance et l'espoir que l'innovation technologique, par exemple les renouvelables, par exemple les innovations écologiques appliquées à l'urbanisme, les fameux bâtiments à énergie positive, etc., etc. Il y a des plein de projets de ce type en ce moment. Et également la gestion par projet, c'est-à-dire que l'écologie va aboutir, ce qui est en train de se passer en ce moment, à une écologie par projet, du projet. C'est-à-dire qu'on va porter des projets écologiques et c'est ça qui va permettre, selon le paradigme actuel dominant dans les réflexes des élus, mais aussi des agents, c'est ces paradigmes-là, c'est ces projets écolos qui vont permettre d'aligner les organisations aux limites planétaires et aux enjeux planétaires. Donc, si on suit ces deux voies-là, on devrait permettre quelque chose d'absolument magique et fabuleux, et qui serait effectivement l'idéal, c'est-à-dire continuer, grosso modo, à développer nos territoires comme avant, c'est-à-dire avec des projets, y compris des grands projets d'urbanisme, des grands projets de mobilité, des reconfigurations architecturales très importantes, des politiques publiques qui suivent le même élan que celui qui a été suivi pendant le XXe siècle. Et en même temps, le fameux en même temps, justement, prendre soin de la planète, s'aligner sur les schémas de transition, s'aligner sur les scénarios du GIEC et ainsi de suite. Nous, on essaye de vraiment regarder, par exemple, les trajectoires qui sont suivies par les organisations aujourd'hui sur les fameux schémas de transition. Dans tous les territoires où je vais, la première chose que je regarde, c'est quelles sont les ambitions des schémas de transition qui ont été votés par les élus il y a quelques mois, quelques années. Et on voit bien que ces schémas de transition sont extrêmement volontaristes. Enfin, il y a des objectifs absolument très forts, quoi, des promesses hyper fortes. Par exemple, moins 60% de consommation énergétique, ça c'est un repère très important d'ici quelques décennies, moins 40% de CO2, le fameux moins 40% de CO2, et ainsi de suite, la consommation de fluides, de chauffage, etc. Et très concrètement, dans absolument aucun territoire, si vous commencez à mesurer la trajectoire de ces territoires vis-à-vis de leur propre schéma de transition qui servent en plus d'argumentation centrale au vote systématique des élus, il n'y a pas du tout la bonne... On ne va pas dans la bonne trajectoire. On n'est pas en train d'aller sur la bonne trajectoire, y compris dans des territoires où on est en train de faire augmenter les émissions de CO2. Alors bien évidemment, toute la question est de savoir le périmètre des institutions locales versus le périmètre global. Moi, je milite pour que ce périmètre global soit responsabilisant aussi pour les communautés de communes, parce que c'est trop facile sinon de dire « ouais, mais ça, c'est le privé, c'est les acteurs privés, il faut qu'ils s'alignent ». En même temps, les acteurs privés, eux, ils vous disent regardez, dans la ville, ça continue à construire. Vous n'allez pas me dire que tous ces bâtiments, tous ces grands projets d'infrastructure ne sont pas en train de générer une consommation de CO2 énorme. Donc tout le monde se renvoie la balle. Non, il faut arrêter ça et il faut vraiment responsabiliser tous les acteurs sur l'objectif d'un schéma de transition. Donc on n'est pas en train de suivre, mais pas du tout, je dirais, les évolutions qui ont été promises par les schémas de transition. Alors, la redirection écologique, face à ça, dit quelque chose de très simple. Premièrement, effectivement,
il va falloir faire des arbitrages très importants. C'est-à-dire qu'effectivement, on souhaite tous une conciliation parfaite entre l'économie, le social, l'accès aux biens publics, la justice sociale comme élément structurant des territoires, et en même temps de pouvoir sauver le climat, s'aligner sur les limites planétaires et ainsi de suite. Nous, on souhaiterait tous arriver à cette conciliation parfaite. Sauf que la redirection écologique dit que cette conciliation ne se fera pas par magie, malheureusement ne se fera pas par le solutionnisme technologique, et je vais le démontrer dans quelques instants. Et donc, il va falloir assumer qu'on va devoir faire des arbitrages, qu'on va devoir inventer une ingénierie de l'arbitrage, du renoncement démocratique, institué, réfléchi, programmé, planifié, avec des instruments techniques qui permettent de vraiment penser des règles de redirection et de réaffectation justes, démocratiques et en même temps volontaristes. Et également qu'il va falloir aussi penser des nouveaux attracteurs pour les métiers de ces organisations qui permettent justement de mettre en action tout l'organigramme, toute l'organisation, les fiches de métier, les fiches de poste, pour en fait inventer un art non pas uniquement tourné vers le projet, vers le développement de projet, mais aussi un art de la maintenance, qui est un point fondamental de la gestion d'une collectivité locale, et en même temps un art de la bonne fermeture. Et là, c'est effectivement, normalement, à chaque fois que je prononce le mot fermeture, c'est là où ça commence à se crisper. Donc c'est tout à fait normal, parce que effectivement, la redirection, nous, on essaye de militer pour qu'il y ait une clarification des choses. Oui, il va falloir fermer des choses. Oui, il va falloir renoncer des choses. Oui, il va falloir même démanteler des choses. Et ça, si on ne le dit pas clairement, quitte à être catalogué comme pessimiste ou quoi que ce soit, ça ne rentrera pas. Pourquoi ? Parce que la masse des infrastructures, des projets, de la matérialité, ce que les géologues appellent la technosphère, c'est-à-dire l'ensemble. Imaginez quand même cet exercice de pensée qu'il faut imaginer. Imaginez la quantité d'objets, d'artefacts, d'infrastructures matérielles que l'humanité a engendrés aujourd'hui. Ça, cet exercice de pensée est aujourd'hui investi par des géologues qui essayent de mesurer la taille de cette technosphère. Et donc, ils font un inventaire de la taille, le volume, la masse de nos bâtiments, de nos usines, de nos entrepôts, de nos routes, de nos paquebots, de nos ports, de nos infrastructures de télécommunications, etc. Et quand vous mesurez ça, vous vous rendez compte que cette taille de la technosphère est beaucoup plus grande que la biosphère. Et donc, que nous avons construit un monde d'artificialité matérielle et infrastructurelle, etc., qui est comme ça, et on a une planète qui ne peut en contenir que ça. Et donc la transition dit, en fait, cette technosphère, on va la garder, on va même plutôt, dans certains cas, le paradigme de la croissance verte, c'est celui-là, on va même faire grandir cette technosphère, mais comme elle va devenir un peu transparente, translucide, ça va passer. Ça va passer. La redirection dit non, ça ne passera pas. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Vous pouvez tourner toute l'équation dans tous les sens, ça ne passe pas. Donc il va falloir contracter des choses. Et contracter des choses, on ne sait pas faire politiquement. Parce qu'on sait développer des choses, on sait mettre en place des projets, on sait voter des plans pluriannuels d'investissement, on sait résoudre des problématiques sociales, sportives par exemple, en créant des nouvelles entités, des nouveaux équipements. Ça, on sait faire, on sait inaugurer des choses. Désinaugurer des choses, des éléments, fermer des choses, renoncer à des choses, c'est extrêmement compliqué politiquement, c'est extrêmement problématique d'un point de vue technique.
Alors, pour être très clair là-dessus, je voudrais quand même revenir sur cette notion de solutionnisme technologique. Pourquoi ça ne marche pas, le solutionnisme technologique? Ce n'est pas juste un élément d'injonction ou de déclaration. C'est quelque chose que nous, on a essayé de vraiment sonder dans les territoires. On a fait un travail, je reviendrai là-dessus, important avec la ville de Grenoble, sur les piscines municipales. Vous avez peut-être vu passer un certain nombre d'articles qu'on a écrits là-dessus. On a été mandaté pour penser la redirection écologique des infrastructures sportives à Grenoble, et avec notamment une illustration importante sur les piscines municipales. En fait, les piscines municipales en France, nous sommes allés les enquêter, on nous expliquait le paradigme classique, c'est dire les piscines anciennes, les piscines tournesol, les piscines iris, etc., enfin toutes les piscines, les petites piscines qui ont été créées dans les années 70, sont des hérésies écologiques. OK, tout le monde nous disait ça. Enquête, nous on privilégie vraiment toujours l'enquête. On va voir les territoires et effectivement, c'est des piscines qui sont mal isolées, il y a des fuites, elles ont été conçues pour durer concrètement 30 à 40 ans, des matériaux vétustes, des très mauvais plastiques, c'était les premiers plastiques à l'époque, etc., etc. Donc effectivement, ce n'est pas des piscines écologiques, bien évidemment. Sauf que les nouvelles piscines dites écolo, on est allé les voir, on est allé sonder, et là, petit à petit, premier directeur technique qui gère les piscines municipales, il nous dit bon, bah, je vais vous montrer les chiffres, voilà, ça c'est l'ancienne piscine, ça c'est la nouvelle piscine écologique, dite écologique. Hein. Donc on regarde, consommation de chauffage, pareil, consommation d'eau, x3, consommation d'énergie, x2. Au total, vous avez un bilan énergétique et en termes de fluide, entre 1,5 à 2 fois plus dans les nouvelles piscines écolo. Pourquoi ? Bah, très simple, ça c'est le fameux... Et pour le coup, vraiment, l'effet rebond, qui est un concept qui est en train de se populariser de plus en plus, ce n'est pas un concept, c'est vraiment quelque chose qu'on observe. Nous, on a été étonnés d'observer autant d'effets rebonds dans les questions de redirection écologique, un peu partout. Sur les stades, c'est des effets rebonds énormes. Sur les patinoires, c'est énorme, etc. Sur les musées, c'est énorme, etc. Et donc, les piscines municipales écolo donc, consomment 1,5 fois plus d'énergie, d'eau, de fluide, que les anciennes piscines. Pourquoi ? Parce qu'on a mis des hammams, on a mis des saunas, on a mis des bassins aquabike, on a mis des bassins de plongée pour s'entraîner à la plongée, etc. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le fameux paradigme de la réponse à la demande sociale. Combien de maires et d'élus, moi j'ai rencontré, qui me disent « Moi, mon boulot, c'est de répondre à une demande sociale. Et si cette demande sociale, elle rentre dans la contrainte financière de la ville, bah cool, quoi. Pas de souci. » Et donc, une communauté de baseball qui se structure, c'est le cas dans certaines villes, qu'on a vu, qu'on a suivi, communauté de baseball, 250 personnes, arrivent, direction des sports, bonjour, nous souhaiterions un stade de baseball. D'accord. Quel est le mode de décision d'arbitrage ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent ? Quelle est la taille de la communauté de pratiquants ? C'est les deux seuls paramètres, ou les paramètres dominants, grosso modo, qui vont orienter la décision sur ces questions-là. Et bien évidemment, comme il y a beaucoup de contraintes financières, bah, ce n'est pas réglo. Mais s'il n'y avait pas de contraintes financières, on se retrouverait très probablement avec des stades de tout, des stades de e-sports, de baseball, de football américain, etc. Parce qu'en plus, les pratiquants veulent à chaque fois leurs propres équipements, ce qui est normal, tout à fait normal. C'est comme pour les bassins de plongée, c'est le cas typique. Donc, il y a ce problème-là. Et il y a d'autres contre-évidences écologiques. Par exemple, il y a une solution qui est en ce moment beaucoup entreprise par les territoires, c'est la sobriété des équipements. Il faut savoir, mais ça vous le savez peut-être, quand vous regardez le bilan écologique énergétique d'une ville, 9 fois sur 10, vous allez tomber sur patinoire,
piscine, stade, musée. Les trucs hyper compliqués quand même à gérer politiquement. Qui veut s'attaquer à la culture? Pas grand monde. C'est des invariants politiques. Tout le monde est d'accord sur le fait d'avoir un stade. Pendant très longtemps, c'était vraiment l'imaginaire partagé par la droite, par la gauche. Parce que pour la droite, c'est l'attractivité du territoire. Il nous faut des stades, il nous faut des grands équipements culturels, parce que c'est ça qui permet d'attirer des cadres. Et si tu arrives à attirer des cadres, tout va se résoudre. Ce fameux paradigme de l'attractivité. On avait quand même, entre parenthèses, entre-temps, oublié que si tout le monde suit le même paradigme de l'attractivité, il y a un problème quand même. Hein. Si tout le monde fait exactement la même chose, si tout le monde veut son Guggenheim, si tout le monde veut son stade, si tout le monde veut sa grande scène nationale, etc. En fait, quelle est la différence avec le collègue d'à côté, avec le territoire d'à côté? Bref, ça c'est une petite parenthèse entre nous. Mais la question donc des sports et culture arrive en premier. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est des dossiers extrêmement compliqués, extrêmement violents pour les élus, pour les agents, parce qu'il y a énormément d'attachement là-dedans. Et je vais revenir là-dessus. Donc la solution qui est aujourd'hui mise sur la table, c'est diminuons la température de l'eau. Mais faites des modélisations. Nous, on a fait des modélisations. Qu'est-ce qui se passe si vous diminuez d'1 degré, parce que ça a déjà été expérimenté dans le passé, vous perdez la moitié des gens qui viennent dans la piscine. Là, il y a même une initiative, je ne sais pas si vous avez vu, carrément couper l'eau chaude, ou juste au strict minimum, et donc demander aux gens de venir en combinaison. Et là, le résultat, c'est quoi? C'est une explosion de la facture énergétique à l'usager. Et ça, ce n'est pas une manière de gérer les problèmes climatiques. On est bien d'accord. Le but, ce n'est pas de dire on va garder les piscines municipales intactes, on va en faire des piscines extrêmement sobres parce que tout d'un coup, on a enfin compris qu'il fallait être sobre, mais pas pour des raisons climatiques, hein, pour des raisons poutiniennes, on va dire. Et donc, à partir de là, on fait ce genre de mécanisme, mais qui augmente la facture énergétique à l'usager. Donc, ce n'est pas pour moi une solution durable. C'est, encore une fois, des réponses tactiques, court-termistes, à des choses que les territoires ne veulent pas assumer, ne veulent pas voir, c'est-à-dire réfléchir à des niveaux d'optimalité, de quantité d'établissements, et assumer parfois qu'il va falloir les contracter. Et donc, si on contracte des choses, il va falloir avoir des règles d'arbitrage sur quelles sont les pratiques, les usages que tu privilégies, lesquels tu peux renoncer, et à l'intérieur de ce que tu peux renoncer, lesquels tu réaffectes, parce qu'ils peuvent être réaffectés, et pour lesquels il va falloir faire des renoncements secs, mais assumés politiquement. Très compliqué, mais je vais vous expliquer comment nous on procède. Donc, pour synthétiser, la redirection dit ce n'est pas un problème de moyens techniques. C'est un problème de finalité stratégique, de finalité politique, en fait. Et alors que la transition débouche sur une ingénierie de l'efficience énergétique, etc., de l'optimisation des infrastructures, etc., ce qui est absolument déjà fait. Hein. Et 90% des projets écologiques dans les villes et dans les territoires, c'est ça, c'est de l'optimisation, c'est de l'efficience énergétique, c'est de la substituabilité technologique. Là, en ce moment, il y a un truc... Tout le monde commence à s'exciter sur l'hydrogène, mais c'est complètement fou, quoi. Sans savoir vraiment ce que l'on en fait. Il faut faire de l'hydrogène, mais pourquoi? Comment? Enfin, quelle est la stratégie dans tout ça? Non, c'est de l'hydrogène. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un truc de dingue, ça monte dans tous les sens. Parce que l'hydrogène, d'une certaine manière, te permet de garder intact ton modèle de développement, garder intact ton parc
de voiture, garder intacte ta mobilité, garder intacte la gestion de ton espace urbain. Parce que ce qu'on ne veut pas voir dans les territoires, c'est cette reconfiguration totale et inédite qu'il va falloir faire entre le périurbain, les zones commerciales, les zones d'activité économique et le centre-ville. C'est une révolution urbanistique qu'il faut imaginer par rapport aux contraintes qu'on va avoir dans les prochaines années. Ce n'est pas juste mettre des bus à hydrogène qui vont résoudre l'équation. Parce que mettre des bus à hydrogène, c'est bien, mais c'est calé sur la forme de la ville, malgré tout, du XXe siècle. Donc il faut repenser complètement la ville. Mais bon, ça peut paraître un peu injonctif, mais il y a quand même un défi derrière tout ça important. Donc, pour vous donner quelques exemples maintenant de comment on passe, comment on fait, comment on opère, nous, on part du principe que l'écologie est une question fondamentalement sociale. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est important, la redirection écologique dit il faut partir des attachements et des dépendances des individus. Deux exemples à ce niveau-là. Un territoire, une région, qui nous appelle, qui nous dit voilà, on a lu votre bouquin, on a vu vos différents articles, vos tribunes. Beaucoup de territoires nous ont appelés quand on avait fait une tribune dans Le Monde, à l'époque où tout le monde disait comment sauver Air France, qu'est-ce que l'État peut faire pour sauver Air France, etc. Et nous, on avait écrit une tribune dans Le Monde, comment bien démanteler Air France. C'était un peu provoquant, mais on s'était pris un peu plein la tronche, il faut dire. Mais en même temps, il y a pas mal d'acteurs qui ont compris le fond, qui n'était pas, bien évidemment, une fermeture sèche d'Air France, mais se préparer stratégiquement à la possibilité qu'on ne puisse pas maintenir toutes les compagnies aériennes du monde avec les mêmes formats de mobilité dans le monde, etc., etc. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, cette région nous dit, voilà, dans les diagnostics que l'on a, en 2050, 2070, on a des niveaux de stress hydrique de 6 à 8 mois. On regarde tout de tous les côtés et on sait que les piscines individuelles sont mortes. Et effectivement, nous, on a repris un concept d'un copain, un collègue à nous qui s'appelle José Alloy. On vous invite de voir son travail. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faudrait inviter, par exemple, dans ce cadre-là, et qui est un physicien qui travaille vraiment sur les questions de durabilité des technologies, etc. Il a un concept qui est le concept de technologie zombie. Technologie zombie, c'est quoi? C'est une technologie qui est vivante parce qu'on lui injecte du financement, on lui injecte du projet, on la fait vivre, on lui crée des rôles sociaux extrêmement importants, et en même temps, elle est déjà caduque, morte sur le plan climatique, écologique et surtout de la disponibilité extractive, matérielle du monde. Et donc lui, il dit qu'on est en train de générer des technologies, des projets, des infrastructures zombies à tous les niveaux, qu'on n'aura pas forcément la possibilité de maintenir dans le futur. Et donc, typiquement, voilà, la piscine individuelle dans cette région, ça a explosé, les installations ont explosé pendant la Covid. Donc, on se retrouve avec un parc de piscines individuelles énormissime. Et la région, prospectivement, en secret, je ne suis même pas autorisé à dire quelle région, dit il faut se préparer à la fin de ces piscines individuelles. Il faut se préparer à la fin. Il faut les démanteler. Et bien évidemment, plutôt que d'arriver dans 20 ans, comme c'est le cas aujourd'hui avec les piscines municipales, où on est là, il va falloir les fermer, mais comment on les ferme? Non, on les ferme juste comme ça et on attend que la guerre se résorbe et que Poutine redevienne gentil. C'est ça la tactique aujourd'hui des territoires quand même. Hein. Je suis un peu cliché, mais c'est presque ça quand même. Et donc, il faut sortir des piscines individuelles. Comment on fait? Première analyse, les attachements, les dépendances économiques. Combien de personnes vivent, travaillent, ont des métiers liés aux piscines individuelles? Dans cette région, c'est 15 000 personnes entre les installateurs, les importateurs,
les jardiniers, les aménagistes, etc., les réparateurs, les plombiers et compagnie. Donc, il faut, si tu veux démanteler, ce qui est normal, parce que de toute façon, ça va se faire. On a déjà des restrictions aujourd'hui, 2 mois, 3 mois par an, on a des restrictions plus ou moins fortes. Et tu ne peux plus, aujourd'hui, pendant 1 mois au moins, mettre de l'eau dans ta piscine. Donc, problème. Il faut se préparer, il faut répondre à ces 15 000 personnes. Il faut bien leur répondre. Un autre chantier important, c'est sur les hypermarchés, par exemple, sur les zones commerciales, dans les quartiers populaires. Tu peux arriver comme un écolo intégriste et dire l'hypermarché, c'est pas cool. C'est du CO2, c'est des matières importées, etc. Ouais, mais en même temps, cet hypermarché à Croix-Néra, dans le quartier nord de Clermont, là où j'ai fait cette étude pour ce quartier-là, l'hypermarché fait vivre des milliers de familles dans le quartier populaire. Donc les jeunes qui travaillent là-dedans, les caissières, voilà, etc., etc. Et donc, c'est un élément structurant. Donc, jusqu'à maintenant, on confiait le truc au monde des alternatives écologiques. On va remplacer ça par un marché bio de producteurs. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça fait 20 ans que le marché bio, que j'adore, je n'ai aucun problème avec ça. Je vais acheter mes choses aussi quand il faut dans les marchés de producteurs bio. Mais le marché de bioproducteurs, c'est à peu près toujours les mêmes biens qui sont vendus depuis 20 ans. Il y a du chèvre, il y a un peu de fromage de chèvre, du miel, du pain, et puis c'est fini, quoi. Tout le reste, toutes les dépendances autres, alimentaires et autres, sont compliquées à avoir pour les quartiers populaires. Donc si tu n'as pas une politique de réaffectation complète de l'hypermarché, à cette échelle-là très concrète, à cette granularité-là, tu n'arriveras pas en fait à résoudre l'équation écologique. Donc avec les territoires, on fait ces diagnostics et on les restitue pour voir un peu ce qui est de l'ordre du sacré et de ce qui n'est pas foncièrement sacré. C'est ce qu'on a fait avec les piscines municipales à Grenoble, où on a fait une étude pour savoir qu'est-ce qui était vraiment de l'ordre du sacré dans l'accès à la piscine municipale. Parce que c'est génial quand même la piscine municipale. C'est hyper populaire, c'est un équipement formidable, ça a des missions hyper importantes d'apprendre le savoir nager, etc. Donc c'est ça qui est horrible avec la transition écologique, c'est que c'est sur ces dossiers critiques qu'il va falloir arbitrer, alors que c'est des dossiers hyper intéressants sur le plan social, en fait. Pourquoi la France est le 2e pays avec le plus de piscines municipales? Parce que la France a fait un programme de planification dans les années 70 qui a mis le paquet pour que les gamins arrêtent de se noyer en France. Bon, après, ça s'est fini en bassin de plongée, aquabike, etc. Mais l'intention première était celle-là. Donc, on est allé voir les publics à Grenoble et effectivement, les gens, les associations, les fédérations, tous nous disent le truc le plus sacré, l'attachement le plus sacré, c'est le savoir nager. Et notamment le savoir nager des quartiers populaires, comme vous le savez, statistiques horribles, les pauvres se noient plus que les riches, ce qui est évident, c'est très évident au final. Donc, celui-là, ça c'est un attachement sacré, à sacraliser. S'il y a des piscines municipales à conserver, c'est pour ce type d'attachement. Deuxième attachement qui était très important, que tout le monde nous disait, mais regardez les personnes âgées. Les personnes âgées, elles ont besoin d'un sport facile d'accès, pas trop cher, où ils ont de la sociabilité, etc. Donc effectivement, les personnes âgées vous disent « Ah, mais la piscine, c'est génial, je vois la mémé qui te dit, là, je vois mes copines au moins une fois par semaine, c'est pratiquement gratuit avec ma carte, etc. J'ai pas mal au dos, etc. etc. » Donc plein d'attributs géniaux de la piscine. Mais quand tu creuses un peu, tu demandes aux personnes, mais est-ce que si on vous permet de faire une activité sportive qui ne dépend plus de l'infrastructure
aquatique en elle-même, mais qui garde et qui sanctuarise les attachements sur lesquels vous portez une attention très forte, c'est-à-dire pas cher, c'est-à-dire s'amuser quand même un peu, être avec plein d'autres gens, avoir des animateurs sympathiques, parce que c'est ça la piscine, c'est ça l'attribut de la piscine aussi, c'est des animateurs sympathiques par exemple. C'est un sport doux, etc. Du coup, avec la ville de Grenoble, on a designé tout un package d'options pour que la politique de la ville puisse prendre en charge les seniors en bas de leurs immeubles, faire des randonnées urbaines, des randonnées de l'urbain vers le petit rural avec des chemins de randonnée nouveaux. Il y a quand tu commences à voir dans les autres pays comment ça se passe, tu comprends. En Asie, les places publiques, etc., sont utilisées par les personnes âgées pour faire du tai chi quotidiennement avec des animateurs de certains quartiers, etc. Donc il y a des solutions hyper intéressantes en fait et qui peuvent à la fois sacraliser ces attachements tout en renonçant à des choses extractives. Ça ne veut pas dire tout fermer encore une fois parce qu'on aura besoin d'autres choses. Et donc là aussi, et c'est un autre élément qu'on a proposé à la ville, c'est comment tu peux designer, concevoir des bassins aquatiques pour différents, c'est-à-dire alignés aussi sur les milieux écologiques. Et donc on a pensé à des piscines qui s'intégraient sur l'Isère. Alors bien évidemment, là aussi, tu dois renoncer à certains usages. Tu ne peux plus faire... c'est plus la piscine en tout temps et tout lieu. C'est plus la piscine pour de la compétition, mais au final, la compétition concerne vraiment un tout petit peu de personnes. Hein. Et c'est là, tu peux quand même la sacraliser sur un équipement, par exemple, etc. En tout cas, voilà, il faut reconcevoir, réallouer les choses et vraiment mettre les mains dans le cambouis pour trouver des solutions politiques qui soient basées sur un arbitrage, une réaffectation et qui déconstruisent un certain nombre d'éléments du type les classes populaires, la population n'est pas prête à entendre qu'il faut renoncer à certaines choses. Ce n'est pas vrai. Quand on fait des ateliers citoyens de redirection écologique, on le voit. Dès que les personnes se confrontent aux limites planétaires, se confrontent aux gens qui travaillent dans les mairies, aux agents, et qui sont, par exemple, ceux qui font les bilans des fluides, et qui leur disent « ça passe pas, ça passe pas », les gens comprennent très vite que quand vous avez un truc comme ça, et qu'il va falloir le faire rentrer dans une boîte comme ça, il faut faire des arbitrages. Et donc là, on s'attaque à qu'est-ce que c'est qu'un privilège écologique, par exemple. Et donc, c'est quoi un privilège écologique? Est-ce que c'est la piscine municipale ou est-ce que c'est la piscine individuelle? Et à l'intérieur de la piscine individuelle, est-ce que c'est le bassin de plongée ou pas? Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fin, et je conclue là-dessus, quand on accompagne les territoires, c'est la même chose quand on a, dans le gros projet qu'on a sur les stations de ski, qui est piloté par mon collègue Emmanuel Bonnet, les stations de ski, les territoires dépendants d'une station de ski, et qui, là, boum, c'est l'effondrement, hein, en ce moment même, qu'est-ce que tu utilises comme attracteur, nouvel attracteur stratégique? Et pour la ville de Grenoble, nous, on l'a proposé d'un scénario post-sport, au sens un peu provoquant du terme, mais qui consiste à dire, est-ce que tous les territoires doivent tous, dans toute la France, fournir les équipements pour tous les sports, pour tous les types de pratiques et en tout temps et en tout lieu? Ou est-ce qu'il y a des territoires qui peuvent partir de leur configuration géomorphologique, hydrique, territoriale, terrestre, et à partir de ces configurations, designer justement les usages, les pratiques, les activités, les services publics, etc. Voilà, je ne vais pas être plus long et on pourra revenir sur cette question. Merci beaucoup, Diego. C'était impossible de vous couper. Peut-être première question, est-ce que vous pouvez rester avec nous jusqu'à lundi? On a 10 minutes de questions et on va faire vraiment 10 minutes de questions-réponses et j'en suis vraiment désolé. Du coup, si vous avez une question, merci de poser la question directement et je vois déjà 6, 7, 8 questions. Ok. Ouais, je veux bien que tu m'aides à distribuer les micros.
Et on va les prendre, on va en prendre 5 directement. Désolé pour la dame qui n'aime pas qu'on ne réponde pas directement à la question, mais on va prendre. Il y avait Jacques, ouais, hop là. Camille, ouais. Comme tu es intervenu ce matin, en fait, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, comme je n'ai pas posé de questions, Jacques Parent, je m'occupe d'économie sociale et solidaire. Alors, j'ai bien entendu, tu as parlé arbitrer, démanteler, renoncer, déconstruire, rediriger, contracter. Je n'ai pas entendu le mot décroissance, j'aurais voulu savoir pourquoi. Puis ensuite, dans l'économie sociale et solidaire, on parle beaucoup d'économie de la fonctionnalité, tu as un peu sous-entendu les choses, d'économie circulaire. Je n'ai pas entendu non plus ces mots. Question simple, pourquoi ? On va essayer de varier aussi les genres, donc de ne pas faire que ce soit que les hommes qui posent des questions. Il y a une question de Jill là. Une question de... Oui. Ouais, merci, bonjour. C'était très intéressant, très bien. Juste une question sur cette question des arbitrages. Vous insistez à la fois beaucoup sur les arbitrages, mais en même temps, je trouve que dans votre propos, vous diluez totalement cette question dans une forme d'ingénierie un peu locale, presque du savoir-faire, un peu facilitateur, design, etc., qui, moi, me paraît très éminemment à la fois suspect, compte tenu des rivalités, des enjeux virulents sur cette question, et puis d'autant que quand vous dites faux, c'est évident, yaka, enfin vous dites pas yaka, pardon, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit, mais c'est évident, etc. En même temps, pour pas mal de gens, c'est pas évident. Donc ma question est en fait pourquoi avoir recours à ce type d'outillage et pourquoi en fait dépolitiser la question de comment on va faire des choix collectifs et pour moi, un point d'interrogation, c'est vraiment une question là d'interrogation, c'est que je pense que le niveau local est finalement paradoxalement assez faible pour supporter ce niveau d'arbitrage et de tension. Et je crois qu'on s'illusionne à penser qu'on va les régler seulement localement. Pardon, je suis trop long. Mais voilà, c'était super, hein, vraiment. Mais je suis Emmanuel Dupont. Donc oui, Jill, on prend 3 questions, on laisse Diego répondre et en fonction de la longueur des réponses, on en reprendra éventuellement 2-3 autres. Oui, bonjour, Jill Madena de la Fabrique écologique. Je vais essayer de la poser très vite. Quid des inégalités en fait ? Parce que pour renoncer à la piscine municipale, je me dis il y a d'autres choses auxquelles ils font renoncer avant. Là, j'ai réouvert une carte de la consommation de gaz à Paris. C'est très rouge dans le 16e, très bleu dans le 20e. Ces gens dans le 16e ont des résidences secondaires, des SUV. En fait, comment on peut garder une cohésion sociale si on ferme la piscine alors que les inégalités en fait sont pas traitées. Et je pense qu'effectivement il y a peut-être un ordre dans la fermeture. Donc voilà, comment vous abordez ça ? Merci. Diego, je vous laisse répondre à ces 3 premières questions pour pas perdre trop le fil. Ok. Alors déjà pour la décroissance, en fait la décroissance pour nous est un concept très macro, très générique quoi. Et qui s'est pas mal souvent porté sur cette obsession des économies à être dans une perspective de croissance, etc. En fait, nous, ce qui nous a un peu manqué, mais d'une manière très coopérative avec le paradigme de la décroissance, c'est concrètement, en fait, à l'échelle de problématiques très situées, un hypermarché, une piscine municipale. C'est à cette échelle-là que les dilemmes écologiques apparaissent vraiment. Et ils sont en train d'exploser. Ce à quoi sont confrontés des acteurs, c'est des questions de ce type-là. Pas est-ce que le PIB intègre vraiment le bien-être, ce qui est un débat très intéressant, mais qui n'est pas, à mon avis, suffisamment opérationnel dans le concret. Donc voilà, la différence, ce n'est pas une différence de critique, hein, mais c'est une autre perspective sur laquelle on s'appuie. Sur la question de l'économie de la fonctionnalité et de la circularité,
Nous, on adresse, là encore une fois, un message assez clair là-dessus. En fait, quand vous analysez là aussi les questions de circularité, par exemple, très souvent, pardon pour ne pas avoir le temps de le démontrer, mais avec un exemple très simple, comme on intervient beaucoup aussi sur les organisations privées, par exemple chez ArcelorMittal ou chez Adidas, le secteur qui développe en économie circulaire, en fait, se superpose à l'économie traditionnelle. Donc chez ArcelorMittal, vous avez l'acier traditionnel en 2020 qui est comme ça, et la circularité qui est toute petite. Et en 2050, la circularité énorme et l'économie traditionnelle, la production de l'acier, reste à peu près la même. Donc en fait, l'économie circulaire n'est pas en train de se substituer à l'économie traditionnelle, et ça serait intéressant, mais elle vient se superposer, comme le segment des chaussures recyclées d'Adidas, qui n'est pas en train de toucher le segment fondamental de toutes les ventes d'Adidas et de production d'Adidas. Donc c'est ça le problème que moi je vois essentiellement dans l'économie circulaire. Et au final, ça aboutit à un système en chien de faïence, c'est-à-dire que l'économie circulaire regarde l'économie traditionnelle sans vraiment l'attaquer. Et de l'autre côté, l'économie traditionnelle voit ça comme une opportunité nouvelle d'affaires, quoi. Et je pense que ça ne résout pas l'équation. C'est très bien, c'est très vertueux nativement, mais ce n'est pas ça qui résout la grosse équation d'atterrissage que l'on a. Ensuite, sur pardon ? Non, justement, sur la question de l'atterrissage et la question. Donc, sur la question des arbitrages, et effectivement, en fait, je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais là j'étais vraiment... ma présentation, je l'ai orientée sur les techniques d'atterrissage. Mais dans la réflexion que vous pouvez trouver dans notre bouquin, une réflexion d'abord politique, c'est-à-dire globale, sur quelles sont les institutions et là aussi les directions que l'on va donner aux démocraties et aussi aux instruments de l'État, que ce soit de la régulation ou autre, pour en fait instituer les moments d'arbitrage collectif qu'il va falloir faire. Et ça, c'est la valeur cardinale centrale. Moi, mon travail d'origine, sur laquelle d'ailleurs j'ai commencé à réfléchir à cette question-là, c'est l'étude justement des assemblées constituantes à travers le monde. Et les assemblées constituantes, en fait, c'est pas juste on écrit une constitution à la fin. La négociation fondamentale d'une assemblée constituante est systématiquement c'est quoi ce qui est sacré et c'est quoi ce qui n'est pas sacré et qu'il faut ne plus soutenir. C'est une question philosophique très importante, mais c'est celle-là qui a permis justement à un moment donné aux pays avec une forte communauté autochtone de pouvoir dire « Ah non, bah, là maintenant, fini le colonialisme espagnol, on va créer une nouvelle république, une nouvelle forme de république où les non-humains, les entités naturelles, les rivières, les personnes, comme elles sont considérées comme des personnes dans nos cosmologies, bah on va leur attribuer une densité politique importante, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est typiquement l'instrument politique de négociation collective qui n'a rien à voir avec du design, qui n'a rien au sens IKEA que vous lui donnez, et qui effectivement, moi je suis extrêmement critique avec cette version du design. Ce qui est intéressant avec le design, c'est qu'il permet de mettre les mains dans le cambouis sans pour autant tout de suite être dans une question de solutionnisme technique, technologique, etc. C'est la seule chose qui, dans le design, moi, je trouve extrêmement intéressante. C'est-à-dire que tu peux la réorienter aussi pour du démantèlement, par exemple. Mais c'est une optique. Par ailleurs, je suis très critique vis-à-vis du design, bien évidemment. Et enfin, sur les inégalités, c'est exactement le propos de la redirection écologique. C'est-à-dire que dans un processus de redirection écologique, on a conçu une fresque, un outil qui s'appelle le protocole de redirection. Certains l'appellent la fresque du renoncement aussi. En fait, dans un processus de négociation d'un collectif sur qu'est-ce qu'il faut maintenir, qu'est-ce qu'il ne faut pas maintenir, effectivement, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on peut négocier en commun pour statuer sur ce qui est du domaine d'un privilège écologique à abolir. Et ça, c'est la première chose. C'est pour ça que sur les piscines municipales, il n'y a pas de débat. La première chose à réfléchir, c'est
le statut, le nombre et la propriété privée des piscines individuelles. C'est comme avec le gaz du côté du 16e, etc. C'est exactement la même problématique. Mais par contre, le problème, c'est que au niveau si tu gardes dans les territoires le même nombre de piscines publiques, collectives qu'aujourd'hui, tu ne peux pas aligner les territoires vis-à-vis du changement des schémas de transition. Donc même en faisant ça, il reste quand même un problème. Et il faut l'assumer. Et donc c'est là où il faut être original. Parce que, en fait, typiquement dans cette réaffectation du sport des seniors que j'illustrais tout à l'heure, là, c'est une torsion assez intéressante parce que une municipalité, et qui est un vrai problème, une municipalité qui fait ça, elle renonce à une logique purement d'investissement pour réhabiliter une logique de fonctionnement, qui est quand même critique aujourd'hui quand même dans les municipalités. On a des milliards pour faire du projet, des appels à projets. Enfin, combien d'agents passent leur vie à candidater à des aides ou des labellisations qui leur permettent de ramener un peu d'argent pour mettre en place des projets et qui finissent par effectivement faire inaugurer des nouveaux équipements, aussi vertueux qu'ils soient les uns plus que les autres. Ça, ce n'est pas le problème. Mais par contre, l'autre versant du problème est beaucoup moins investi. Donc il faut repenser la logique fonctionnement versus investissement, par exemple. Il est 1h moins le quart. On est attendu à la cantine. Et on doit gérer l'agenda de Diego Landivar, voilà, qui ne pourra pas manger avec nous. 2 choses à dire avant qu'on passe à la pause. Déjà, un immense merci pour cet apport. Il y a plein de fenêtres là qui se sont ouvertes dans la salle, j'ai l'impression. Et il y aurait beaucoup de réactions à avoir. On a vu au nombre de mains levées que ça, voilà, on va avoir un débat animé autour du repas. On expérimentera la fresque de la redirection écologique tout à l'heure, dans une forme adaptée à ce qu'on peut proposer ici, à la salle, etc. Mais on va essayer, nous aussi, de faire ce travail de ce à quoi on peut renoncer, comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Donc on expérimentera ça. Et la dernière chose que je voulais vous signifier, c'était cet ouvrage « Héritage et fermeture » donc de Diego Landivar, Emmanuel Bonnet et le troisième... Alexandre Monin, bien sûr, oui. Voilà, qui est vraiment très, très éclairant et qui permet de bien saisir le concept de technologie zombie, des communs négatifs, et tous ces enjeux-là qu'il peut y avoir derrière. L'appel à des innovations aussi. Un certain nombre de choses qu'on pourrait ouvrir et sur lesquelles on pourrait discuter encore très longuement, mais il faut qu'on conclue. Juste un petit mot, justement. Comme je ne peux pas rester trop longtemps, n'hésitez pas à transmettre à Rémi, par exemple, vos questions. J'essaierai d'y répondre si vous voulez continuer le débat. Signaler aussi qu'il y a tout, parce que ça c'est un manifeste théorique, un manifeste un peu théorique, mais qui va être complété dans les prochains mois de restitution de travaux d'enquête. On a mis en place aussi pas mal d'outils qu'on aimerait justement diffuser et rendre opérationnel au plus grand nombre. Et aussi rappeler qu'on a un master qu'on a développé à Lyon qui s'appelle Stratégie et Design pour l'Anthropocène, où on forme justement les agents, les acteurs organisationnels, publics et privés, de la redirection écologique. Donc si jamais ces thématiques vous intéressent, on peut rester bien évidemment en lien, c'était juste pour dire ça. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé. Et on peut peut-être imaginer que le dialogue se poursuive, notamment dans la newsletter de l'UNADEL. On peut faire des échanges. Oui. Je pense que c'est un support que vous pouvez utiliser. Merci. Merci beaucoup, Diego. Merci beaucoup.